quelques mots avant sur notre institut et sur les raisons qui font que vous vous trouvez là. Pour nous, il y a deux raisons, elles sont les deux vocations de notre institut. C'est d'une part que le cerveau, le système nerveux est quelque chose d'extrêmement complexe, complexe parce que composé de milliards d'éléments, plus de 100 milliards de neurones, au moins autant d'autres types cellulaires qui travaillent ensemble à différentes échelles, depuis l'échelle de la cellule avec ses connexions jusqu'aux petits circuits locaux, puis des régions du cerveau qui se parlent entre elles et qui sont capables de produire quelque chose de très complexe comme nos émotions, comme notre langage, comme notre pensée abstraite, etc. Donc comprendre comment le cerveau se met en place, comment il se développe, comment il peut s'adapter à des situations comme le vieillissement, sont des questions fondamentales qui sont abordées ici. Et puis, vous le savez, quand le cerveau dysfonctionne, eh bien, on a des maladies du système nerveux, des maladies neurologiques et des maladies psychiatriques. Les maladies neurologiques, vous en connaissez de nombreuses, que ce soit les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, etc. Et des maladies psychiatriques, il y en a aussi de très nombreuses, allant de la dépression, la schizophrénie, l'autisme. Et toutes ces maladies représentent un risque important pour la population, puisque on considère qu'au moins une personne sur 8 est touchée en Europe. Et si vous projetez ça à l'échelle de la vie d'un individu, c'est plutôt une chance sur 3, un risque sur 3 d'être atteint d'une de ces maladies, souvent chroniques et invalides. Donc c'est une vraie question, parce qu'elles touchent beaucoup de monde et ces maladies sont sévères. Et du coup, leur coût sociétal est immense. Et vous voyez qu'à l'échelle européenne, il y a déjà quelques années, on l'estimait à 800 milliards d'euros. C'est quelque chose de tout à fait considérable, surtout si on met en garde l'effort de recherche qui est fait dans ce domaine pour pouvoir prévenir ou soigner ces maladies. Alors, quelques mots sur l'ICM. Voilà les enjeux. Et pour relever ces enjeux, vous avez une aventure d'hommes et de femmes, et en particulier les trois professeurs, Gérard Sallian, Yves Agide et Olivier Loncan, qui, ensemble, ont fondé cet institut, ont mis au point ce concept et l'ont fait vivre grâce à de nombreux autres membres fondateurs qui ont prêté leur concours et continuent à accompagner l'Institut. Et cet institut, c'est un partenariat entre la Fondation ICM, une fondation reconnue d'utilité publique, et des partenaires publics solides. Et donc on a ici un partenariat très solide avec des racines académiques qui sont très fortes, dans lequel vous retrouvez ici l'ICM, avec ses partenaires publics qui sont le CNRS et l'INSERM, et puis une université de pointe, qui est la première université française, Sorbonne Université, qui s'appelait jusqu'à il y a quelques semaines Université Pierre et Marie-Curie. Donc première université française, et dans cet institut, je vous le détaillerai un petit peu plus tard, vous avez 700 personnes qui travaillent au sein de 28 équipes et de nombreux plateaux techniques qui sont également. La particularité de notre institut, c'est qu'il n'est pas n'importe où. Il est dans le centre du plus grand pôle des maladies du système nerveux en Europe. L'hôpital La Pitié-Salpêtrière appartient à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Ça représente 15% de la neurologie française. Des dizaines de milliers de patients sont suivis ici, et donc vous avez une expertise médicale considérable qui permet de s'attaquer avec toutes les connaissances nécessaires aux problèmes des maladies du système nerveux. Donc c'est un environnement exceptionnel dans lequel va s'épanouir l'Institut. Et cet Institut, il est au sein d'un écosystème vraiment innovant, fait pour accélérer les découvertes. Comment? Eh bien, parce que d'abord, il y a des équipes de recherche, et vous verrez que ces équipes de recherche sont particulièrement performantes, sélectionnées pour aller le plus vite possible, qu'elles se reposent sur des plateformes avec toute la technologie nécessaire pour observer le système nerveux à différentes échelles. Et puis, à côté de ça, vous avez un centre d'investigation clinique au sein de ce bâtiment qui permet aux patients de participer à des études cliniques sur leur maladie et de bénéficier de tous les plateaux techniques de l'Institut.
Notre institut est très lié à l'hôpital à travers le programme IHU, Institut Hospitalo-Universitaire. Nous avons la chance d'être un des 6 IHU français, le seul dans le domaine des maladies du système nerveux, et ça renforce nos liens avec l'hôpital de façon à accélérer dans le domaine de la recherche sur les maladies du système nerveux. La dernière particularité de notre institut, et aussi une de ses forces, c'est le fait d'avoir in situ, au sein de l'institut, un incubateur avec un certain nombre de start-up qui sont incubés ici et qui développent les échanges avec les plateformes, avec les chercheurs. Donc vous avez un esprit entrepreneurial mêlé à celui des chercheurs, avec l'objectif d'accélérer les découvertes, mais aussi leurs applications. Donc un écosystème tout à fait favorable à une science de très haut niveau et à un transfert vers les applications qui se fasse sans perdre de temps. Alors qu'avons-nous fait au cours de ces dernières années? Je vous rappelle juste que l'Institut existe depuis 2011, qu'il a commencé à fonctionner en 2011, et pendant ce temps, nous avons attiré les meilleurs chercheurs, et c'est pour ça que je vous disais qu'un des atouts de l'ICM, c'est la qualité des chercheurs qui sont là. Et vous avez ici les 10 nouvelles équipes que nous avons pu attirer dans le cadre d'appels d'offres internationaux. Nous avons la chance aussi d'avoir de nombreux cliniciens-chercheurs qui nous permettent de faire le pont entre les recherches précliniques concernant les maladies et puis la recherche qui peut être faite, qui nécessite de connaître la pathologie chez les patients. Il n'y a pas de meilleur modèle d'une maladie que, évidemment, les patients eux-mêmes. Et donc, il est très important de pouvoir, en permanence, faire des allers-retours entre les connaissances qui sont liées aux observations qui sont faites chez les patients et puis les modèles qui peuvent être plus simples, qui sont faits pour expliquer, pour étudier les mécanismes de ces maladies. Et donc ici, nous avons 35 chercheurs cliniciens. L'Institut est très international, je vous parle français aujourd'hui, mais sachez que 70% de nos jeunes chercheurs viennent de l'étranger. Et puis ces chercheurs sont très brillants parce qu'ils ont obtenu, vous avez ici quelques exemples, des prix extrêmement prestigieux et très compétitifs. Donc voilà, des chercheurs de talent qui s'appuient sur des plateformes technologiques qui sont vraiment à un très haut niveau, vous voyez, de l'ordre de 20 millions d'investissements qui ont été faits. Ces plateformes d'ailleurs sont ouvertes à l'Institut, mais plus largement à une communauté très large de chercheurs de la région parisienne. Et puis ici, juste quelques exemples de ces plateformes technologiques, avec en particulier pour étudier les maladies ou le fonctionnement normal du cerveau chez des sujets sains ou chez des patients, des appareils d'imagerie cérébrale, et c'est ce que vous allez voir avec Michel Thibault-Sauter. IRM à Auchan pour l'homme, 2 équipements de ce type, un équipement de magnétoencéphalographie pour étudier le champ magnétique produit par l'activité cérébrale à l'échelle de la milliseconde, une plateforme de stéréotaxie, plateforme de marche, etc. Beaucoup d'équipements de pointe qui vont servir et qui sont accessibles donc à nos chercheurs. Pour travailler sur les maladies, il faut des collections aussi de matériel biologique, de cellules provenant de patients, de tumeurs, voire de cerveau pour étudier le processus pathologique. Et tout ça est disponible ici. Et nous développons actuellement de grandes bases de données pour pratiquer une intégration multimodale des données qui sont acquises et pouvoir modéliser à l'aide de biostatistiques, modéliser les pathologies pour améliorer le diagnostic, pour préciser leur pronostic et dans le futur, pour pouvoir mieux orienter la prise en charge thérapeutique. Donc voilà sur quoi s'appuie, et c'est un exemple, hein, il y a plein d'autres plateformes à l'ICM, des plateformes pour la recherche en particulier chez nous. Une autre plateforme très performante, c'est ce centre d'investigation clinique qui permet de pratiquer une recherche visant à connaître les maladies ou à essayer de prouver l'efficacité de nouveaux traitements, qui est réalisé avec du personnel tout à fait à la pointe de la recherche, à la pointe de la qualité pour mener des recherches chez les patients en toute sécurité. Et vous voyez qu'il y a plus d'une centaine d'essais cliniques qui sont en cours dans notre
univers et qu'en termes de recrutement, eh bien, le site se trouve parmi les premiers à l'échelle européenne ou au moins nationale. Donc un autre atout de l'Institut. Et puis le dernier aspect dont je vous avais parlé, c'est celui des startups et du fait que notre incubateur est un accélérateur d'innovation. On a une équipe de valorisation dédiée, on a de nombreux partenariats avec l'industrie et du coup le label Carnot. Mais ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est des startups qui sont ici parce qu'elles trouvent un terrain extrêmement propice et favorable au développement de leur activité. On en a incubé 28, elles ont réussi à lever 130 millions d'euros, elles ont créé 300 emplois et nous nous sommes maintenant étendus à Station F, le plus grand incubateur d'Europe, probablement, peut-être du monde, dans lequel nous sommes le premier partenaire santé. Donc c'est vous dire que nous avons un écosystème riche de la qualité des chercheurs, de l'expertise des cliniciens et du dynamisme de ces entrepreneurs. L'ICM, c'est encore plus que ça, parce que l'ICM, c'est un lieu de formation des jeunes et un lieu dans lequel on va apprendre d'une façon un peu différente. Et c'est pour ça que nous avons des alliances internationales avec les plus grands centres à l'échelle mondiale, avec lesquels nous échangeons des étudiants, de développer des compétences en recherche clinique grâce au centre d'investigation clinique. On a monté une école d'été pour les futurs neuro-entrepreneurs, qu'ils soient des chercheurs, qu'ils soient des ingénieurs ou des commerciaux. Ils vont se former aux problématiques des neurosciences. Et nous voulons aller plus loin dans ce sens, et maintenant, nous sommes en train de créer un master international dans le domaine des maladies neurodégénératives. Donc un grand dynamisme de l'Institut qui s'investit aussi dans l'éducation, qui s'investit dans l'innovation dans le soin, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais sachez donc que le scope, le territoire investi par l'ICM est extrêmement large, depuis cette recherche très fondamentale jusqu'à une recherche plus appliquée à toutes sortes de développements. La trajectoire de l'Institut, il est tout neuf, on a quand même pu l'observer, et on est très fiers de se retrouver en 2017 par une étude qui a été faite par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui montre qu'en termes d'impact des publications de notre institut, nous nous situons au 2e rang sur 35 instituts internationaux. C'est une place dont nous sommes très fiers, d'autant qu'elle montre une progression par rapport à nos premières années d'existence. Et puis d'autres indicateurs montrent que les publications de nos chercheurs ont un impact très fort, elles sont reprises par d'autres chercheurs, et ça prouve qu'elles sont de qualité. Donc on peut dire que l'Institut est devenu à la fois un pôle d'excellence en recherche clinique ou recherche fondamentale, mais aussi avec un fort impact économique. Parce que nous avons créé de nombreux partenariats, avec en particulier industriels. Les chercheurs et de grande qualité qui sont venus nous rejoindre ont obtenu des prix et des soutiens prestigieux, vous voyez, près de 60 millions d'euros. Et enfin, parce que grâce au développement du fundraising, nous avons pu rassembler 60 millions d'euros qui nous ont donné les moyens de nous développer. Notre ambition ne s'arrête évidemment pas là. Nous voulons aller plus vite, d'autant que la compétition internationale est importante dans ce domaine, les enjeux sont considérables. Et nous avons établi pour les années qui viennent, jusqu'en 2025, une feuille de route dans laquelle vous avez les principaux défis qui sont les nôtres. Le premier, c'est vraiment d'accélérer la recherche clinique. Elle est déjà extrêmement forte sur le site, comme vous avez vu, mais nous pensons que le potentiel est encore plus grand. Donc il faut l'exploiter au maximum pour permettre la découverte de nouvelles molécules, le repositionnement de molécules qui vont rendre des services aux patients. Deuxièmement, nous souhaitons être un acteur de la révolution neuroinformatique. Je vous ai parlé des bases de données que nous mettons en place. Nous avons des équipes d'informaticiens, de modélisateurs
qui commencent à travailler sur ces données, et leur approche va certainement révolutionner notre vision des maladies, notre façon de les caractériser. Ça ne va pas remplacer les médecins, mais ça va les aider dans leur pratique. Et cette révolution, donc, nous voulons être un des acteurs majeurs de celle-ci. Et puis enfin, je vous ai parlé des startups, je vous ai parlé de la valorisation de nos partenariats. Et évidemment, nous voulons que cet impact que nous allons avoir sur la recherche clinique et les soins puisse se traduire aussi en termes de valorisation économique, en termes d'innovation et d'application pour les patients. Donc voilà les principaux éléments que je voulais vous présenter sur l'Institut, l'état d'esprit des chercheurs et des acteurs de cet institut, et puis partager avec vous cette belle dynamique qui est en train de se mettre en place grâce à vous et grâce au fait que vous soyez capable de nous accompagner dans la durée pour faire de cet institut un institut phare. Il l'est déjà dans le domaine des neurosciences à l'échelle internationale. Donc maintenant que vous connaissez l'Institut, je vais laisser la parole à Michel Thiébaut-Chotem. Je cherche dans la salle. Il est là, Michel? Ah, il est là. Alors, viens Michel, je crois que... Je me présente juste, je suis Albin Godert, donc Jean-Louis vous a expliqué que j'étais là pour animer cette discussion avec Michel Thiébaut-Chotem. Avant de commencer, j'ai peut-être une question subsidiaire pour le professeur Alexis Brice, qui vous êtes le directeur général de l'ICEM, vous nous l'avez présenté, mais vous êtes aussi un chercheur. Et une question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, quel est votre plus grand rêve dans la recherche en neurosciences? Qu'est-ce que vous aimeriez voir accomplir peut-être dans les prochaines années? Écoutez, je pense qu'on a besoin de révolutionner nos outils. On l'a fait avec l'IRM, l'imagerie fonctionnelle. C'est formidable. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est passer à une vitesse supérieure. Ce dont je rêve, c'est d'un outil qui nous permette d'appréhender les différentes échelles du système nerveux, depuis le microscopique jusqu'au réseau que vous voyez ici, avec un outil qui permette à la fois d'aller de cette toute petite échelle jusqu'à une échelle plus grande, qui nous permettrait de voir le cerveau, de visualiser les différentes régions, la façon dont elles parlent entre elles, ce qui se passe à l'échelle moléculaire dans ces neurones qui sont impliqués. Alors je crois que c'est un rêve vraiment très très lointain, mais avec ce type d'outil, je pense qu'on ferait des progrès absolument considérables. Donc voir le cerveau à différentes échelles et de façon dynamique dans le temps, quand il est en action. Donc voilà ce dont je rêve. Je précise juste qu'après vous aurez l'occasion de poser des questions soit au professeur Brice, soit à Michel Thiébaut-Chotem. On va juste passer un peu de temps ensemble. Alors, pour vous présenter Michel, vous êtes donc chercheur en neurosciences, vous n'êtes pas médecin, je précise tout de suite. Vous avez obtenu votre doctorat en 2007 à l'université Pierre et Marie Curie, désormais appelée Sorbonne Université. Vous travaillez ici à l'ICEM depuis la création de l'ICEM, je crois, au sein de l'équipe... Au sein de l'équipe co-dirigée, ça marche. Au sein de l'équipe co-dirigée par Richard Lévy et Bruno Dubois, vous allez nous parler de vos travaux. Vous avez obtenu plusieurs prix assez prestigieux, alors notamment le prix du jeune chercheur de la Société neurophysiologique britannique, c'est bien ça, ou le prix Elizabeth Warrington, je ne le connais pas celui-là, mais... Et puis surtout on a appris aujourd'hui on a grand plaisir, alors c'est encore d'ailleurs un peu confidentiel, mais on vous livre l'information d'avant-première, que le CNRS avait décidé de vous attribuer une médaille de bronze dans le domaine de la biologie pour vos travaux. Vous me direz pourquoi médaille de bronze et pas médaille d'or? Juste qu'en fait la médaille de bronze ça récompense justement les jeunes chercheurs. Vous êtes encore considéré comme un jeune chercheur. Après il y a la médaille d'argent qui elle récompense les chercheurs qui ont déjà 10-20 ans de carrière, j'imagine, enfin 20-30 ans. Puis la médaille d'or, elle, c'est les chercheurs pour l'ensemble de leur carrière. Donc c'est sur la fin. Donc on vous souhaite d'avoir ensuite les médailles d'argent et d'or. Pour commencer, donc première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement déjà sur quoi portent vos travaux de recherche et en quoi les mener à l'ICM est-il un atout pour les poursuivre?
Tout à fait. Pour comparer un peu... Ça marche? Vous pouvez m'entendre? Le mettre bien près de la bouche. Ok. En fait, pour comparer la compréhension du cerveau au moteur d'une voiture, par exemple, ça peut être très intéressant de le regarder au niveau atomique, mais ça va nous expliquer exactement comment il fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai un intérêt particulier pour essayer de regarder comment les éléments à l'intérieur du cerveau communiquent entre eux pour élaborer la fonction. Et pour ça, en fait, on va mesurer, quantifier, cartographier les connexions cérébrales, comme on peut voir sur l'image derrière. Et en regardant comment les connexions cérébrales permettent la communication entre les régions, on va voir en fait que les régions se spécialisent et créent leurs fonctions de par leurs échanges avec les autres régions. Donc ça, c'est la théorie de travail que je fais. La chance d'être à l'ICM, c'est à la fois avoir l'accès à des plateformes exceptionnelles en termes de qualité d'image, d'acquisition qu'on peut faire chez les êtres humains, ce qui nous booste vraiment au niveau de la qualité du travail qu'on peut faire. Mais c'est aussi être au sein d'une institution où les chercheurs ont été sélectionnés sur la qualité de leur travail, sur leur qualité de leur réflexion. Et donc, tous les jours, quand j'ai une nouvelle idée, ou quand j'essaye de mettre en place un projet ou une demande de financement, je peux avoir un retour direct de ces personnes qu'on rencontre au jour le jour, à la cafétéria, dans les couloirs, ou avec qui on peut prendre rendez-vous pour présenter nos idées. Ils ont vraiment un regard très fin et très direct sur les propositions d'idées qu'on peut avoir, et ça nous permet tout de suite d'aller directement dans la meilleure direction possible. Donc c'est une chance exceptionnelle. Merci. Donc vous étudiez, si j'ai bien compris, la manière dont les différentes régions du cerveau communiquent entre elles. Vous êtes plutôt sur la façon, enfin, sur le câblage du cerveau plutôt que sur les différentes régions spécifiques du cerveau. Et c'est un nouveau champ de recherche, ça s'est développé récemment, ce champ de recherche. L'idée de regarder comment les régions communiquent entre elles pour comprendre comment le cerveau fonctionne est en fait une ancienne idée du 19e siècle. Seulement, on n'avait pas la possibilité de le mesurer avant. Pour la bonne et simple raison que les connexions sont très petites, on parle de microns. Et on ne peut pas les regarder sur des cerveaux décédés puisqu'elles disparaissent très rapidement. C'est les premières connexions qui disparaissent après la mort du spécimen. Et ici, et en France d'ailleurs, c'est une technique qui a été développée en France par Denis Le Bihan. Maintenant, on peut vraiment regarder très finement comment les molécules d'eau bougent à l'intérieur du cerveau. Et ce qui se passe, c'est que les connexions vont contraindre le mouvement de ces molécules d'eau dans la direction des connexions. Et donc si on peut mesurer comment bougent ces molécules, on peut reconstruire les grandes connexions cérébrales. Et ça, c'est grâce à une méthode d'IRM qu'on a perfectionnée ici, qui s'appelle l'imagerie de diffusion. Donc finalement, ce que vous disiez, quand on observe un moteur d'une voiture, ça ne sert à rien aller au niveau atomique du moteur, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent, parce qu'il faut aussi observer comment le moteur fonctionne dans sa globalité, mais n'empêche que pour observer comment le moteur fonctionne dans sa globalité, il faut quand même observer au niveau atomique. Vous me parlez quand même d'observer les molécules, le déplacement des molécules d'eau. Oui, alors on mesure le déplacement qui a un déplacement au niveau atomique et au niveau des microns, on le mesure en moyenne sur des régions qui font 1 mm à 2 mm3. D'accord. Bon, de toute façon, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques. On serait content d'avoir une meilleure résolution de toute façon. Bon, et alors qu'est-ce qu'on apprend quand on étudie la façon dont sont connectées les différentes zones du cerveau? Qu'est-ce qu'on apprend sur nous, sur la façon dont on pense, dont on agit, dont on ressent les choses? Bien, entre le début de ma thèse, il y a plus d'une dizaine d'années, et aujourd'hui, en fait, le chemin de recherche que j'ai fait m'a permis de découvrir des choses vraiment surprenantes, comme par exemple la façon dont notre cerveau est connecté et la façon dont il peut être déconnecté peut radicalement changer la personne que nous sommes. Et il y a un cas très célèbre qui est le cas de Phineas Gage, dont vous avez peut-être entendu parler auparavant. C'était au 19e siècle. Il était ouvrier, il utilisait des explosifs pour forger le passage, ouvrir le passage dans la montagne pour les voies ferrées aux États-Unis pendant la conquête de l'Ouest. Et malheureusement, pendant son travail, par accident, en fait, une explosion projette une barre de métal de 3 cm au travers de son crâne. Et il tombe par terre, il se relève 2 minutes après.
appelle des secours et survit à l'accident, ce qui est déjà exceptionnel. Seulement, après son accident, une fois qu'il revient à la vie de tous les jours et qu'il retrouve ses amis, sa famille, en fait, sa personnalité a radicalement changé. D'une personne posée, organisée, chef d'une petite équipe de chantier, il était devenu grossier, incontrôlable, il ne contrôlait plus vraiment l'organisation de sa pensée. Et le docteur qui l'a suivi, en fait, l'a suivi pendant toute sa vie, jusqu'au moment où, malheureusement, Phineas Gage meurt d'une crise d'épilepsie généralisée, et à ce moment-là, il regarde, il récupère le crâne et il regarde un petit peu le dommage qui a pu se produire au niveau du cerveau. Donc ici, vous avez une reproduction que j'ai faite du crâne de Phineas Gage. Et en fait, on peut voir que la barre est passée en dessous de l'os de la joue ici. Donc, vous pouvez voir mon œil au travers du crâne. Vous pouvez voir à peu près la trajectoire que la barre a pu prendre à l'intérieur du crâne de ce patient. Et en faisant ça, en fait, cette barre a transpercé une partie du cerveau qui s'appelle le lobe frontal, qui est très important pour l'élaboration de notre comportement et de notre personnalité. L'argument qu'on a pu utiliser en reproduisant ce crâne et en comparant les connexions possibles qui ont pu être interrompues, c'est que ce n'est pas seulement le dommage à l'intérieur du lobe frontal de Phineas Gage qui a pu provoquer ce dommage, c'est également la déconnexion avec une aire qui s'appelle l'amygdale dans le lobe temporal, qui est très importante pour le ressentiment des émotions. Et donc c'est la déconnexion entre le contrôle du lobe frontal et cette aire en fait qui crée les émotions dans le cerveau, qui a radicalement changé sa personnalité. Donc ça, c'était une hypothèse basée sur ce cas historique de la littérature, mais par la suite, une autre équipe qui a étudié, elle, des individus qui ont un trait caractéristique de personnalité qui est assez inquiétant. Ils sont psychopathes, enfermés en prison, après avoir commis multiples meurtres et récidives. Donc ils ont réussi à les amener, les mesurer avec une IRM, et ils se sont rendus compte en fait, que cette même connexion est beaucoup moins forte chez les psychopathes que chez des sujets contrôle ayant le même âge et la même éducation. Ainsi, en fait, on peut vraiment voir que la façon dont les régions cérébrales sont connectées dans le cerveau va avoir un impact direct sur la façon dont notre personnalité s'exprime et se développe avec les autres dans notre société. Oui, c'est fascinant. Je crois que vous m'aviez dit aussi que finalement, non seulement ça détermine nos traits de caractère, notre personnalité, la façon dont ce câblage entre les différentes régions du cerveau, mais que ça peut aussi influencer sur notre perception de la réalité, notre perception de notre environnement. Ça, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'était donc ça, c'est une étude vraiment particulière que j'avais faite il y a quelques années. Il faut partir du principe que tout ce qu'on voit autour de nous, la réalité telle qu'on l'aperçoit, c'est une reconstruction à l'intérieur de notre cerveau. C'est une interprétation des informations qui rentrent au travers de nos organes sensoriels et qui reconstruisent cette réalité virtuelle à l'intérieur de notre cerveau. Et en réalité, pour la représentation de l'espace, l'organisation à l'intérieur du cerveau est asymétrique. Notre hémisphère droit, la partie droite de notre cerveau, est bien meilleure pour traiter l'espace que la partie gauche. Et donc on s'était dit, c'était très intéressant, parce que peut-être qu'il existe dans cette représentation de l'espace qu'on a autour de nous, je vous regarde tous, donc l'espace autour de moi, enfin vous regardez la scène, c'est l'espace autour de vous, peut-être qu'il existe une distorsion dont on ne se rend pas vraiment compte, puisqu'on est né avec cette perception, donc on ne fait pas vraiment attention à cette distorsion. Et ça, on l'a mesuré en faisant une tâche toute simple, en demandant à des participants de mettre une marque au centre d'une longue ligne de 20 cm. C'est un très vieux test neuropsychologique qui s'appelle la bisection de ligne. Et ce test, en fait, chez les participants sains, qui n'ont pas du tout de problème avec leur cerveau, est caractérisé par le fait que la majorité d'entre nous, environ 70 à 80%, on va toujours mettre la marque légèrement vers la gauche du centre réel de la ligne. Et c'est parce que la vraie ligne n'est pas la ligne que l'on voit et qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. Dans notre cerveau, la ligne qu'on représente est distordue
parce que notre hémisphère droit est meilleur pour représenter la partie gauche de la ligne, et notre hémisphère gauche est moins bon pour représenter la partie droite de la ligne. C'est cette ligne-là, en fait, qu'on va barrer. Et ce qu'on a fait, en fait, on s'est dit, alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut regarder si les connexions cérébrales ont un effet là-dessus? Et en effet, elles en ont un. On se représente l'environnement grâce à un échange entre la partie avant et arrière du cerveau. Et ce qu'on a pu voir, c'est que le plus cet échange est asymétrique dans la partie droite du cerveau par rapport à la partie gauche, le plus on va dévier vers la partie gauche de la ligne. Ainsi, les connexions cérébrales peuvent prédire en avance votre performance et la façon dont vous pouvez voir l'espace autour de vous et ce petit phénomène de distorsion. Est-ce que ça peut expliquer, c'est une question très triviale, pourquoi certaines personnes sont meilleures que d'autres, par exemple, pour réaliser des créneaux en voiture? Ou pourquoi certaines personnes sont plus maladroites, parce qu'on dit souvent elles ne représentent pas, enfin, elles ne font pas attention. Ça peut être une explication ou pas? Donc, je n'ai pas mesuré cette dimension directement, mais par contre, on a mesuré quelque chose d'autre, parce qu'après, on s'est dit, mais c'est très intéressant, mais alors à ce moment-là, est-ce que les événements qui arrivent à droite et à gauche, on peut les détecter plus rapidement en fonction de cette asymétrie? Et effectivement, c'est le cas. Cette petite déviation, le plus on dévie vers la gauche, le plus on sera rapide pour détecter des événements qui se passent à gauche par rapport aux événements qui se passent à droite, et vice-versa, pour le peu de la population qui, eux, sont organisés de façon inverse. Et ça, c'était 10 à 15% de la population. Si je vous suis, donc, la façon dont sont connectées les différentes régions de notre cerveau influe donc sur notre personnalité, mais aussi sur nos compétences d'une certaine manière. Perception. Sur la perception. La question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment ça se détermine ces connexions? Est-ce que tout est programmé génétiquement dès la conception, ou est-ce que ces connexions se forment finalement peut-être avec l'expérience, notamment dans l'enfance ou l'adolescence? En fait, c'est un mélange des deux. Ce qu'on peut voir, en fait, si on suit l'évolution du cerveau depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, on voit quelque chose qui est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que l'enfant naît avec plus de connexions que nécessaire. Et avec les années, jusqu'à la fin de l'adolescence, ce qui se passe principalement, c'est ce qui s'appelle un élagage de connexions. Et donc on va réduire progressivement les connexions. Un petit peu comme si la société, l'environnement posait son empreinte vraiment sur le cerveau en mettant vraiment des spécialisations, gardant seulement ce qui est essentiel. Okay. En fonction de ce qu'on vit, en fonction de son environnement. En fonction, bien sûr, de son environnement. Et par la suite, en fait, il s'agit de bien utiliser ce qu'on a gardé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours de la plasticité. On a pu l'observer avec une étude qu'on a faite avec Stanislas Dehaene, où on a mesuré l'effet de l'apprentissage de la lecture sur les connexions cérébrales. Et on l'a fait sur une population très intéressante de participants qui étaient illettrés, et donc ils ne savent pas lire, et des participants qui avaient appris à lire à l'école. Mais surtout, on avait ce groupe au milieu de participants qui étaient illettrés, mais qui ont appris à lire beaucoup plus tard dans leur vie, entre 30 et 40 ans. Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que leurs connexions cérébrales, ils arrivent en fait à augmenter la force de leur connexion, pas le nombre de connexions, mais en augmentant le diamètre des connexions et la myéline, ils arrivent à augmenter ça pour pouvoir imiter le cerveau des participants qui, eux, avaient appris la lecture à l'école. D'accord. Donc si je vous suis bien, en gros, les connexions, il y a ce phénomène donc d'élagage synaptique, ce que vous disiez, qui se joue sur les premières années de la vie, sur l'enfance. Et donc, après, le cerveau, finalement, est quand même structuré d'une manière assez définitive, mais on peut quand même le faire évoluer. Enfin, tout n'est pas joué, finalement, à la fin de l'enfance. On change toujours progressivement. On change parce que si on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos faiblesses et comment les éviter. Mais on peut aussi, avec l'entraînement, apprendre on peut apprendre des nouvelles tâches, des nouvelles spécialisations. Et ça, c'est juste en changeant la force des axones, pas en créant de nouveaux axones, ni en faisant à nouveau un nouvel élagage.
plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si quelqu'un de... Encore une fois, je retombe sur un exemple peut-être un peu trivial, mais quelqu'un qui est timide pourra peut-être... Enfin, on peut jouer contre son propre cerveau, si je ne sais pas si je m'exprime bien, si c'est la bonne formule. Mais... C'est un bon exemple. Par exemple, quelqu'un qui est timide ou émotionnel, prenons moi par exemple, c'est très impressionnant de présenter devant plein de personnes. Ça, je ne le changerai jamais, j'aurai toujours mes émotions. Par contre, une façon de me détendre, c'est d'essayer de présenter les choses comme vraiment moi j'ai pu les observer, plutôt qu'essayer de faire une présentation qui imite le fait que je connais tout sur le sujet. Voilà. Et en utilisant cette stratégie, ça me permet d'être plus confortable. En fait, oui, enfin, ce qui est plutôt du bon sens. C'est mieux se connaître, permet de surmonter finalement les traits de caractère qui sont peut-être déterminés par nos connexions cérébrales. Ok. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit et qui est assez célèbre, hein, vous savez, c'est sur le phénomène de plasticité cérébrale, mais c'est une étude qui avait été menée en Angleterre, enfin à Londres, sur des chauffeurs de taxi londoniens, dont on s'était rendu compte que leur hippocampe, qui est le siège de la représentation spatiale, si je ne me trompe pas, était plus développé que la moyenne du reste de la population. Alors, est-ce que c'est la pratique du taxi dans Londres qui leur a permis de développer leur hippocampe? C'est une très bonne question. L'hippocampe est vraiment une zone spéciale du cerveau où il peut y avoir de la genèse de nouveaux neurones. Mais ce qui est très intéressant avec cette étude, c'est qu'on voit vraiment qu'un métier, en fait, va caractériser l'anatomie même du cerveau. Alors, une question généralement qu'on pose par rapport à cette étude, c'était est-ce que les chauffeurs de taxi sont devenus chauffeurs de taxi parce qu'ils avaient des gros hippocampes, ou est-ce que en étant chauffeurs de taxi pendant des années, ils ont augmenté la taille de leur hippocampe? Et en fait, les résultats montrent que le plus d'années on a passé à faire du taxi, le plus gros est l'hippocampe. Donc ça suggère vraiment qu'il y a une augmentation de la taille de cette région. Maintenant, l'hippocampe a été très bien caractérisé. Il y a eu un prix Nobel l'année dernière justement là-dessus, pour montrer qu'à l'intérieur de l'hippocampe, il existe des cellules qui sont très fortes. C'est comme une carte qui cartographie en fait l'espace autour de nous. Et donc prix Nobel, qui a pu vraiment, quelqu'un qui a passé sa vie en fait à reconstruire ces cartes à l'intérieur de l'hippocampe. Et si on va jusqu'au bout de la logique que vous proposez, enfin, est-ce que ça signifierait qu'en faisant passer un IRM à une personne, et donc en regardant un peu les connexions dans son cerveau, enfin la force des connexions de différentes zones de son cerveau, on pourrait du coup en tirer des conclusions sur sa personnalité, sur ses aptitudes professionnelles. Et donc si je vais plus loin encore, est-ce que vous n'êtes pas en train de réinventer un peu une phrénologie du XXIe siècle? La phrénologie, pour mémoire, hein, c'était cette étude du XIXe siècle qui prétendait déterminer le caractère d'une personne en étudiant juste la forme de son crâne. C'est très vite tombé à l'eau, ce type. Mais comment vous réagissez par rapport à ça? C'est une très bonne question. En vrai, il y a deux questions. Oui, donc, je vais démarrer avec la dernière question et après on va revenir sur la première. Par rapport à la phrénologie, donc c'est le travail de Gall. L'idée qui est derrière la phrénologie, en fait, à l'origine, c'est que si on est très bon à faire quelque chose, ou si on apprend par exemple les mathématiques très bien, la partie du cerveau qui permet d'apprendre les mathématiques va grossir, et en conséquence va déformer le crâne, et en conséquence, si on a une bosse à cet endroit-là, c'est que la région est très importante. Parce que de là vient l'expression la bosse des maths. D'où vient la bosse des maths, exactement. Et en réalité, l'hypothèse que si on est très fort dans quelque chose, une région peut être plus importante, c'est pas une hypothèse ridicule, on le voit, on vient d'en parler avec les hippocampes des chauffeurs de taxi londoniens. L'erreur, en fait, c'est que la forme du cerveau le cerveau est tellement dense et fort, en fait, il va déformer le crâne. En fait, on voit qu'il déforme l'intérieur du crâne, mais il ne déforme pas l'extérieur du crâne.
Donc l'hypothèse et la raison pour laquelle on se moque de la phrénologie, c'est cette idée de pouvoir directement mesurer la forme du cerveau en touchant le crâne. Ce qui, pour l'époque, était l'IRM d'aujourd'hui, où aujourd'hui on peut regarder l'activité, la forme, la santé du cerveau grâce à l'IRM. C'est juste un développement technologique, mais l'hypothèse derrière reste toujours la même. Maintenant, pour en venir à la première partie de la question, si vous passez une IRM demain, est-ce qu'on peut vous dire si vous êtes bon en maths ou mauvais en mathématiques? La réponse est mitigée. La réponse est oui, dans le sens où si on décidait aujourd'hui de scanner 100 000 personnes, de caractériser bien précisément leur performance en mathématiques, après, si vous passez exactement la même séquence, on peut vous placer à l'intérieur de cet espace qu'on appelle un espace multidimensionnel, mais on peut le réduire en 2 dimensions et dire « Ah, vous vous trouvez exactement là où les personnes sont très fortes en mathématiques. Donc il est très probable que vous seriez fort en mathématiques si vous décidiez d'y passer du temps. » Il y a aussi cette question. Vous pouvez avoir un cerveau qui serait très bon pour les mathématiques, mais seulement vous utilisez ces régions pour quelque chose de différent. C'est là que se trouve la limite, en fait. C'est comment vous utilisez vos cerveaux et votre cerveau ne sont pas toujours liés à 100% ensemble. Okay. Mais si je comprends bien, donc aujourd'hui, c'est finalement le manque de données, on n'a pas une base de données suffisante sur le cerveau d'une partie de la population suffisante pour pouvoir justement caractériser les différentes c'est une histoire de priorité en fait. Quelles sont vraiment les questions importantes sur lesquelles on devrait se centrer? Pouvoir caractériser les capacités intellectuelles de quelqu'un basées sur l'IRM et changer la trajectoire et leur chance dans la vie basée sur une IRM, il y a déjà un petit problème éthique qui se trouve là, qui finalement, c'est pas vraiment une des premières questions qui nous vient à l'esprit dans les choses vraiment urgentes à faire. Dans les choses vraiment urgentes à faire, par exemple, pour ma part, j'utilise une très large base de données de 1333 accidents vasculaires cérébraux et j'essaye de caractériser le type de dommages de connexion cérébrale qui se passe et comment ils sont liés potentiellement à des problèmes cognitifs afin de créer un logiciel qui permettra de prédire en avance pour tous les patients quels seront leurs troubles dès le moment où ils ont leur accident et prédire leur récupération. Très bien, justement venons-en aux applications médicales ou thérapeutiques de vos travaux. Vous le savez, l'ICM c'est un institut de recherche qui vise à étudier le fonctionnement, le développement du cerveau, c'est-à-dire comprendre déjà comment fonctionne le système nerveux, mais qui vise aussi évidemment à trouver des solutions pour soigner les personnes atteintes de pathologies, de troubles du système nerveux. Alors vous, je crois que vous travaillez notamment sur deux pathologies, notamment sur la maladie d'Alzheimer et plus particulièrement sur les AVC. On va mais déjà peut-être nous expliquer en quoi vos travaux permettent d'avancer sur Alzheimer. Dans le cadre de l'Alzheimer, en collaboration avec le professeur Hampel, on essaye de regarder, donc c'est l'étude Insight. L'idée en fait c'est de regarder, de suivre en fait des participants sains, âgés, une grande cohorte, il me semble que c'est 200-300 personnes, et de les suivre année après année en fait. Et l'idée, c'est de voir, malheureusement pour certains d'entre eux, qui vont développer des troubles de la mémoire et potentiellement une maladie d'Alzheimer. Mais si on a commencé à les suivre avant qu'ils ne montrent aucun signe, à partir du moment où ils montrent des signes, il est possible de revenir en arrière et de reprendre leurs IRM d'origine pour voir si déjà à ce moment-là, on pouvait voir des différences qu'on n'avait pas remarquées avant parce qu'on ne savait pas qu'ils allaient développer une maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est très important parce que malheureusement, on ne sait pas à ce jour réparer le cerveau humain. Mais par contre, il existe des médicaments et des traitements qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie. Donc, le plus tôt on peut prendre en charge une maladie neurodégénérative, le plus tard, en fait, les signes devraient se manifester chez les patients. Donc c'est vraiment pour le bénéfice de la vie des patients, de pouvoir les prendre en charge le plus tôt possible.